Donc, je poursuis avec la deuxième partie. On a été interrompu par un message stupide de la part de je ne sais qui a interrompu la vidéo. À partir du moment, comme je disais, la crise anglophone a commencé au Cameroun parce qu'il y avait ce qu'on a appelé la force, le droit de la force. Le droit de la force. Donc, les gens ont pensé que, comme ils avaient les fusils, comme ils avaient l'uniforme militaire, ils avaient les casques, ils avaient les rangers, ils pouvaient bousculer les avocats, les tabasser, les traîner au sol. Droit de la force. Sauf que dans la foulée, les avocats ont des frères, ils ont des sœurs, ils ont des cousins, ils ont de l'argent, ils ont leurs frères à l'étranger. Ce qui s'est passé rapidement, c'est qu'on a vu des bandes armées apparaître rapidement au nord-ouest, au sud-ouest. Et aujourd'hui, c'est impossible pour le même policier même de s'approcher d'un gendarme. Parce qu'ils sont abattus tous les jours. Ce n'est plus le droit de la force. Ce n'est plus la force du droit, c'est le droit de la force. Et je mettais en garde les gens qui font ça parce que en utilisant le droit de la force, ils font courir un risque. Le risque, c'est de mettre sous le boisseau la force du droit. Autrement dit, la possibilité que les gens puissent encore respecter l'uniforme du gendarme, l'uniforme du policier. Et à cet endroit-là, vous allez voir que si les gendarmes, M. Galas et Toga, ne prennent pas des mesures fortes, le prochain incident à cet endroit, il y aura des coups de feu dans une zone comme Bonabéry. Il y aura des coups de feu, panique de la population. Et à qui va-t-on imputer cette responsabilité? Je le dis d'autant plus que je connais bien le dossier des avocats et des services de sécurité. Je me rappelle très bien une unité de la DGRE basée au quartier Mbopi où moi j'ai été convoqué 3 fois. La DGRE, c'est la direction de la recherche extérieure. C'est les renseignements généraux du Cameroun, donc qui se renseignent sur ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Et je me rappelle très bien là, je ne vais pas citer les noms des gens parce que beaucoup, à la suite de ça, moi j'avais été convoqué, c'était abusif, c'était l'intimidation et du racket. Et il y avait pareil un homme d'affaires qui avait à démêler là-bas. Je ne sais pas ce qu'un homme d'affaires vient faire dans les services de sécurité. Fût-il un homme d'affaires étranger, quand son avocat est arrivé là, son avocat s'est fait bastonner à la DGRU. Voilà. Quand son avocat s'est fait bastonner, les maîtres Tchunga, les maîtres Ngalemiano, les maîtres Nyekamga, etc., tout le barreau s'était précipité pour crier sa colère. Et quand le barreau s'est précipité pour crier sa colère, cet avocat a été, ce poste de truc a été était dans le collimateur. Et Paul Biya avait pris une mesure où il avait dissous le poste DGR de Mbopi. Il avait affecté tous ces gens-là et les avait renvoyés la majeure partie dans leur corps d'origine. Ça veut dire que s'ils étaient gendarmes, on les renvoie à la gendarmerie. S'ils étaient l'armée de l'air, on les renvoie à l'armée de l'air. S'ils étaient à l'armée de terre, on les renvoie à l'armée de terre. S'ils étaient à la marine, on les renvoie à la marine. S'ils étaient de l'armée, la police, on les renvoie à la police. Voilà. Parce que c'est souvent des corps mixtes qu'on met là-bas. S'ils étaient à la gendarmerie, ils repartaient à la gendarmerie. Ce corps avait été dissous. Donc, c'est pour dire que nous devons faire extrêmement attention. Nous devons faire extrêmement attention. L'une des raisons pour laquelle je fais cette présentation, c'est pour dire à nos frères en tenue. Moi, j'en ai beaucoup de monde dans les corps en tenue. Hein. Des anciens camarades de classe, la famille, des amis, etc. Beaucoup des anciens voisins, etc., etc. J'en ai tellement des commissaires de police, divisionnaires, principaux, 4 étoiles, des capitaines, des lieutenants-colonels de gendarmerie, de l'armée de l'air, de l'armée de terre. J'en ai. Dans les renseignements, j'en ai. Je connais beaucoup de monde. C'est d'abord à ces gens que je parle, avant de parler, parce que bon, pour l'armée, après chacun fait ce qu'il veut là-bas. Je dis, faites très attention. Faites très attention. Les hommes en tenue au Cameroun sont dans le collimateur de la communauté internationale. Ça, tous les gens, à cause de la crise anglophone, tous les gens qui sont au pouvoir le savent. Quand il y a eu les émeutes de 2008 au Cameroun, celui qui a mené la répression, Rémi Zemeka, les organisations internationales se sont jetées sur lui et il était à 90% sûr d'atterrir à la Cour pénale internationale. Moi, je pense que les Français ont négocié cette histoire et on a dit à Rémi Zemeka, tu restes vivant, mais tu disparais à jamais de la scène publique. Vous n'avez plus jamais entendu Rémi Zemeka. Parce que le juge s'agite un peu, son dossier peut ressortir et repartir en bas de l'eau et remonter en surface. Rémi Zemeka, c'est le secrétaire d'État à la gendarmerie et le ministre de la Défense. Les affaires de 2008 pèsent, c'est comme une épée Damoclès sur sa tête. Vous ne l'avez plus jamais entendu, vous ne l'avez plus jamais vu dans les apparitions publiques, etc. Donc, ça c'est la première chose.
La deuxième chose, quand il y a la crise anglophone, les gens qui ont créé la crise anglophone, les Jacques Fameux Ndongo, les Aboya Manasseh Ndong, donc c'est les gens qu'on avait envoyés à Bamenda pour aller dialoguer avec les anglophones qui avaient créé à l'époque ce qu'on appelle un consortium. Joseph Wirba vous a dit à l'Assemblée nationale que quand ils sont arrivés là-bas, ils ont dit aux anglophones que vous êtes un morceau de cube, you are a cube of sugar in the ocean, vous êtes un morceau, un carré de sucre dans l'océan. Donc, vous dites que vous ne représentez rien du tout. Et si vous jetez un carré de sucre dans l'océan qui est salé, jamais l'eau ne sera sucrée. Je veux dire que ça va disparaître et rien du tout. Donc, les gens comme les Joseph Wiba ont dit ça à la tribune de l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Ces gens qu'on avait envoyés, les Jacques Fameux Ndongo, les Aboya Manasseh Ndong, etc., ils sont muets aujourd'hui, ils ne parlent plus. Mais pourquoi ils ne parlent plus? Parce qu'au Congrès aux États-Unis, vous avez, ici au Congrès américain, vous avez comment on appelle ça? Vous avez tout un dossier qui avait été ficelé, tout un dossier, je dis bien, qui a été ficelé. L'ambassadeur des États-Unis, c'est à l'époque le premier mandat de Donald Trump. L'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies avait sorti le dossier et le dossier a atterri à la Cour pénale internationale. Ça, tous ceux qui dirigent le Cameroun le savent. Malheureusement, les petits hommes en tenue qui se comportent de manière barbare, comme on a vu sur Maître Tamfou, ils ne le savent pas. Et je vous explique quelque chose. Le droit a beaucoup évolué. Je n'ai pas besoin d'aller loin. Regardez ce qui s'est passé au Gabon à côté. Regardez ce qui s'est passé au Gabon. Vous avez bien suivi Brice Clotaire Oligui Nguema. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la raison pour laquelle eux ne se sont pas engagés derrière Ali Bongo, c'est parce qu'ils n'avaient pas la certitude d'être protégés au cas où ils faisaient des choses au niveau de la Cour pénale internationale. Et que si Ali Bongo ne avait pas donné la certitude qu'il les protégerait, c'est parce que lui-même savait que le contexte international a changé. Et que eux, ils avaient peur de s'engager dans des actions vraiment sales parce qu'ils ont peur de finir à la Cour pénale internationale. Comprenez? Et au Cameroun, là, vous avez vu des généraux qu'on a nommés dans les affaires de Nozo, ils ont décliné parce qu'ils savent que demain, ça peut les rattraper. Je vous explique. Vous voyez vous-même ce qui se passe au Gabon, par exemple. Au Gabon, il y avait dans la garde présidentielle, les bérets rouges, il y avait une unité à l'intérieur de la garde présidentielle, dont une unité, ça peut être 500 personnes, qui ne répondait directement qu'à Frédéric Bongo, et même pas à Brice Clotaire Oligui Nguema, qui était le patron de la garde présidentielle. Il répondait directement à Frédéric Bongo. Quand il dit répondait, ça veut dire que si Frédéric Bongo disait « Allez à Kingele, vous interpellez 4 jeunes, vous allez à la sortie de la ville de Libreville, vous les abattez et vous les enterrez là », ils exécutaient et ils rendaient compte qu'à Frédéric Bongo, et pas à quelqu'un d'autre. Donc, il y avait d'autres personnes dans la garde présidentielle qui évitaient de se mêler de ce genre de choses. Bon, naturellement, quand vous êtes dans une situation comme ça, Frédéric Bongo, il collabore directement avec le chef de l'État, vous vous sentez fort. Vous vous sentez protégé, vous vous sentez fort, vous n'avez peur de personne. Vous exercez la violence, vous essayez même de faire peur à vos collègues qui sont dans la garde présidentielle, la police, la gendarmerie, l'armée de terre ou l'armée de l'air ou la marine. Donc les gars posaient des actes les plus violents possibles, les plus sales possibles. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé une fois que Ali Bongo a été déposé par la garde présidentielle? Qu'est-ce qui s'est passé? Frédéric Bongo peut-être a pu se réfugier en France. Mais beaucoup de ces gens-là n'ont pas pu se réfugier. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont radiés de l'armée. Radiés de l'armée. Ça veut dire que le nouveau président arrive, il instruit, ça peut se passer au Cameroun. Il instruit une enquête sur 2 ans, dont le temps que lui s'asseye bien, qu'il sorte, qu'il ait la confiance des organisations internationales, comme l'ONU, la CEMAC, la CEAC, l'Union européenne, les Nations unies, les grandes puissances d'Amérique, la Chine, la Russie, l'Inde, etc., l'Afrique du Sud, qu'il ait leur feu vert, qu'il soit adopté, adoubé. Il se donne 2 ans, mais pendant ce temps, il mène des enquêtes. Il instruit des enquêtes internes. Et vous ne pouvez rien faire contre ça. Vous êtes placé sous surveillance. Quand ils ont tous les éléments dans les enquêtes, qu'est-ce qu'ils font? On sait comment ils procèdent. Ce qu'ils font, c'est que immédiatement, ils procèdent à une radiation dans l'armée. Donc, quand on vous radie dans l'armée après 2 ans, vous devenez un civil. Vous retournez au quartier. On vous a entendu sous procès verbal. On vous énonce les faits qui vous sont reprochés. On vous montre les vidéos. Tu es l'avocat qui a piétiné Maître Tamfou. La vidéo est là. Les témoignages des gens sont là. Le truc de Maître Tamfou. On t'identifie.
ton nom est peut-être sur la convocation. Il y a les témoignages de tes collègues qui sentent que tu n'es plus protégé. Eux-mêmes ne sont plus protégés. Ils ouvrent la bouche, ils parlent. Tout sort sur la table. Et on te dit, bon, mon ami, voilà, tu vas répondre de tes actes, etc. Tu es radié, tu es renvoyé au quartier. Donc, tu es radié, tu n'as plus de solde, tu n'as plus un emploi, tu es renvoyé au quartier, et quand tu es au quartier, tu es surveillé. Donc, on attend. Et surgit la communauté internationale. Et ça, les gens comme les femmes Ndongo le savent très bien. Les Aboya Manasseh, non, ils le savent très bien. C'est pour ça que vous voyez, ils ne parlent plus. Ils sont sortis de cette affaire. Si on veut écrire l'affaire la crise anglophone, on va écrire pour eux seulement 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alors que c'est eux qui ont causé ce problème-là. Parce qu'ils savent que demain, là, on dit tu es radié, tu es renvoyé au quartier, tu deviens un civil. Et quand tu deviens un civil maintenant, on peut décider, comme vous avez vu en Guinée-Conakry, la Cour pénale internationale dit, moi je veux ces gens pour les juger. Le gouvernement guinéen aussi qui se dit vraiment c'est une humiliation que d'arrêter encore un ancien président d'Addis Camara, ses aides de camp et tout, et les mettre dans l'avion pour les envoyer, pour qu'il y ait un blanc qui les juge comme si eux-mêmes ils étaient plus propres. Donc les Guinéens ont dit on va les juger chez nous. Ils sont tombés d'accord sur un standard avec la Cour pénale internationale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu le procès à la télévision? On a jugé ces gens. On les a donné 30 ans, 50 ans de prison. Ça peut arriver au Cameroun. Les hommes en tenue, faites attention. Tu es au quartier en ce moment-là, tu n'es plus un homme, tu n'es plus en tenue. Tu es devenu un civil. Un matin, on te convoque devant un tribunal. On te juge. On met les faits sur la table pour essayer de vider tout le dossier. On te donne 50 ans. On dit, bon, voilà, 20 fermes, 10 travaux forcés et 20 avec sursis. Si tu as déjà 40 ans, c'est fini pour toi. Faites attention. Regardez comment ça s'est passé au Rwanda. Regardez comment ça s'est passé en Guinée-Conakry. Regardez comment ça se passe au Gabon. Regardez comment ça s'est passé en Gambie. Les gens écopent lourd. Et tout ça, les jugements se passent à partir d'un corpus de lois et de traités, de lois nationales et de lois supranationales sur lesquelles on s'appuie pour administrer ces peines de prison, ces sanctions à ces personnes-là. Donc, quand vous vous comportez de la sorte, demain, si cela arrive au Cameroun, et cela va arriver au Cameroun, parce que quand vous voyez les femmes Ndongo qui ne parlent plus, c'est parce qu'ils savent ce qui arrive devant. Quand ça arrive au Cameroun, vous vous retrouvez seul. Le commandant de compagnie ne va pas dire, je vous ai donné les ordres. Il va dire, bon, voilà, ces 2 OPJ, ils se sont levés, ils sont allés faire ça de leur propre fait. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Vous tombez. Quand vous retournez derrière, Galas et Toga n'est plus là. Celui qui est ministre de la Défense, je ne sais pas comment il s'appelle encore, Betty Assomo n'est plus là. Le Premier ministre n'est plus là. Ngongo n'est plus là. Tout ça, c'est le passé. Regardez sous Addis Camara. Les gens qu'on avait envoyés aller tirer sur les gens dans les stades, il y a eu 200 morts. Aujourd'hui, quand ils se retournent dans le box des accusés, tous les gens qui les avaient envoyés ne sont plus là. Dadi, c'est là, il dit, c'est pas moi. Les autres disent, non, si, c'est lui, etc., etc., etc. Mais en tout cas, tout le monde prend des trucs. Ce n'est pas parce que vous portez l'uniforme, la force du droit, que vous devez vous jeter dans le droit de la force. Un homme en uniforme respecte la force du droit et non pas le droit de la force. Le droit de la force, c'est le petit bandit qui, dans la rue, se fait justice lui-même avec un poignard, avec une machette, etc. Donne-moi le téléphone portable là, sinon je te poignarde, tu déposes. C'est le droit de la force. Mais la force du droit, c'est le corpus de loi, les hommes qui les incarnent, qui les défendent. Et dans cette affaire, les gendarmes ne se sont pas comportés comme des gens qui sont garants de la force du droit. C'est très grave. Franchement, c'est très grave. On pensait qu'on en était sorti. Vous avez vous-même entendu un député à l'Assemblée nationale qui a énuméré les gens abattus à bout portant, des gens violentés, etc., etc., etc. C'est très dangereux. Et ce qui est marrant, c'est que quand les gens disent « Ah, nous allons porter par la Cour africaine des droits de l'homme », il y en a qui disent « Oh, ça fait quoi ?» Ça fait quoi? Oui, pour l'instant, parce que Paul Biya est là. Mais le jour où il n'est pas là, vous êtes susceptible d'être arrêté, extradé, jugé par un tribunal international. Je pense que le Cameroun n'acceptera pas cette humiliation et s'accordera avec la Cour pénale internationale pour faire un tribunal localement et juger les gens. C'est ce qui a eu lieu en Gambie, c'est ce qui a eu lieu pas loin en Guinée-Conakry
Et c'est ce qui va avoir lieu bientôt au Gabon. Lisez vous-même les résolutions du grand dialogue au Gabon. Vous pensez que ce qui se passe au Gabon à côté ne peut pas se passer au Cameroun? Parce que vous êtes en tenue. Frédéric Bongo, radié de l'armée du Gabon, lui-même en exil aujourd'hui en France. Tous les gens qui travaillent avec lui, radiés de l'armée, au quartier sous surveillance. Ils ne peuvent pas quitter leur domicile sans prévenir, je ne sais pas, peut-être l'inspecteur des armées ou quoi. Ils ne peuvent plus. Les mouvements sont contrôlés et eux-mêmes ils savent qu'ils sont là en attendant que demain il y ait un procès. Parce qu'on va dire au Linging, bah, écoute mon ami, si tu veux t'asseoir là, tu nous fais cette concession-là. Et on vous juge. Et vous en prenez pour votre grade. Au Linging va dire, bon écoutez, montrez-moi que c'est moi qui vous ai envoyé. Ce n'est pas parce que vous êtes un homme en tenue que vous êtes le plus fort. Ce n'est pas vrai. Je dis bien que même s'il y a la preuve, regardez le Nozo. Ça a commencé en 2016. Nous sommes en 2000 combien là? 2016, vous-même, vous avez vu comment ça s'est passé. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Voilà 8 ans. Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. La force du droit ne résout rien. Le droit de la force ne résout rien. C'est la force du droit qui doit résoudre. Donc, un dialogue sur l'égide de la communauté internationale en s'appuyant sur le droit international. Donc, faites attention, chers frères. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention. Je vous en supplie. Faites attention. Nous aussi, on a des amis dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie. Des anciens camarades d'enfance, à l'école primaire, au lycée. Hein? On a des parents, on a des cousins, on a des anciens voisins, des gens qui sont commissaires, de tout ce que vous voulez, qui travaillent dans les services de sécurité. Mettez-vous à côté de ces choses-là. Parce que les gens qui vous envoient là, vous n'êtes pas, c'est pas leurs enfants. Ils ne vous donnent aucun papier. Ils vous donnent des ordres verbaux. On dit un ordre verbal, hein, donc des ordres verbaux. Ils vous donnent des ordres verbaux. Il n'y a aucune preuve. Demain, vous allez là-bas, ça tourne mal. On revient, on vous arrête. On vous enferme longtemps. Eux, ils s'en lavent les mains. Je vous passe les règlements de compte. Faites attention. Faites attention, s'il vous plaît. Que vous soyez du BI, que vous soyez de la GP, que vous soyez du GPIC, que vous soyez d'après, vous avez vu, c'est Patrice Nouma qui vous dit tout le temps, quand il donne des ordres à des gens d'aller exécuter des ordres, genre éliminer quelqu'un, les personnes qui éliminent, on les élimine eux-mêmes. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des évidences. Ils savent eux-mêmes qu'après eux, il y aura un procès. Je vous dis que, sur tout ce qui s'est passé au Nozo, là, les Américains ont un dossier bien ficelé. Ils ont déjà ouvert un cas à la Cour pénale internationale. Il y a deux options. Et ça, les femmes Ndongo, ils le savent très bien. C'est pour ça que vous voyez, ils sont mieux, ils ne parlent pas. Ils envoient plutôt les petits-enfants devant les rifos et les petits-enfants comme ça, qui ne connaissent même pas laver leurs pantalons et couper leurs cheveux et raser leur barbe. C'est eux qui envoient devant. Parce que quand ils vont là, ils bavardent, ils savent que bon, ça n'a aucun effet. Parce qu'ils savent que demain, là, le régime terminé, on va dire, bon, première chose, celui qui s'assoit là, il reçoit directement un ambassadeur, etc., ou un représentant de la Cour pénale qui vient lui dire que bon, voilà le dossier. Tout ça, puisque le procureur de la Cour pénale internationale était au Cameroun à l'époque pour défendre Aboba là. Donc, il vient et dit, bon, voilà le dossier, etc. Nous avons les noms ici, nous avons fait le monitoring, nous avons les gens que nous entendons recevoir. Le Cameroun va commencer une tractation en disant, bon, vraiment, nous expédier nos gens en tenue à l'étranger comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va s'arranger, on va créer un cadre ici, vous allez superviser et on va les juger ici. Mais en attendant, on vous déshabille d'abord. On vous envoie au quartier et vous arrivez là-bas comme un civil. Parce que les faits ne sont pas prescriptibles. Il n'y a pas de délai de prescription des faits comme ça. Et on vous juge, on vous donne 30 ans. On vous dit, bon, vous avez fait 20 ans en prison, vous avez fait 5 ans de travail forcé et vous avez 5 ans de suicide. Si au moment où vous partez, vous avez 30 ans, vous allez sortir à combien? À 60 ans. Si au moment où vous partez, c'est des trucs, vous arrivez dans l'armée à 25 ans, disons, vous avez déjà fait 8 ans. Donc vous avez déjà peut-être 35 ans au moment où on vous prend. Il faut 30 ans, vous allez sortir là à 65 ans. C'est votre vie est cassée complètement. Complètement. Quand vous avez même sorti de là, quelqu'un a déjà pris votre famille et est parti faire d'autres enfants avec elle. Ajouter sur vos enfants. Adopter même vos enfants. Quand vous sortez de là, vous ne savez même plus où ils sont. Faites attention. C'est parce que vous êtes militaire avec les épaulettes, les rangers, c'est rien. Faites attention. Franchement, on vous parle, faites attention. Ceux qui vous envoient là, eux, ils se protègent. Mais vous, personne ne peut vous protéger demain. Faites attention.
Si vous êtes gendarme, policier, militaire, tout ça, faites attention. Celui qui vous parle, c'est quelqu'un qui a été en première ligne dans ces affaires-là ici aux États-Unis. Faites attention. Je ne sais pas dans quelle autre langue on peut vous dire. Mais moi, on vous supplie de faire attention. Parce que demain, les autres seront frais chez eux et c'est vous qu'on va prendre. Je remercie tous ceux qui ont suivi ma vidéo. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne, d'inviter vos amis à s'abonner. Je souhaite et partager la vidéo. Mettez un like également sur la vidéo. Je souhaite une bonne guérison à Maître Richard Tamfou. J'ai pas pu la voir, mais je lui souhaite vraiment une bonne guérison. C'est un combattant des droits de l'homme. C'est quelqu'un qui a beaucoup mouillé la chemise pour les droits de l'homme dans notre pays. Je lui souhaite bonne guérison. Et merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo et qui l'ont partagée. Passez une bonne journée. Bye.